Aujourd'hui, on essaye pour vous le tout nouveau Audi Q7, la toute nouvelle génération. On l'a ici dans ce nouveau coloris vert agave et on va jeter un œil à l'extérieur, à l'intérieur et bien sûr ce qui a changé sur la route et ce qu'il vaut face à des rivaux comme le BMW X5 et le Mercedes-Benz GLE, même si le Q7 est toujours un peu plus grand, se situant ainsi un peu entre deux segments. Détails avec Thomas sur AutoJeFuel en 4K, plein écran et en intégralité. C'est parti. Comme j'ai dit, j'ai choisi ce vert. Il y a aussi le bleu Alpine. On l'avait aussi en statique la dernière fois. Ce sont les deux nouvelles couleurs. Et là, on a aussi le pack noir, donc avec des éléments assombris dans la calandre ici. C'est aussi la S-Line avec les anneaux Audi également assombris. Mais de loin, on ne distingue plus vraiment la marque parce que les anneaux sont sombres. Je les préfère donc brillants, mais à vous de voir. Elle est aussi plus large de 4 cm, ce qui lui donne une sacrée prestance. Et la calandre est un peu plus visible, voire encore plus verticale. Par de la longueur de 5,6, c'est plus ou moins la même chose qu'auparavant. Des jantes de 20 à 23 pouces, c'est vraiment énorme. 23 pouces, je veux dire, regardez ça. Presque la moitié de ma taille, en gros. Est-ce que ça marche encore avec le confort? Parce qu'on a une suspension de base. En option, on a la suspension pneumatique adaptative en 2 finitions. Aujourd'hui, on teste la S. Elle dispose donc d'un réglage plutôt sportif. Et en gros, le mode confort de cette suspension S correspond plus ou moins au mode normal de la suspension classique. Vous voyez, c'est à peu près ça. On va en savoir plus là-dessus. À l'arrière, le style est complètement nouveau. Et si vous prenez tout l'équipement LED complet, vous avez la matrice numérique à l'avant. Et puis ici, à l'arrière, vous avez ces OLED. Bref, la technologie d'éclairage la plus sophistiquée. Mais il y a pas mal d'options. Pour arriver à cette config, et vous l'avez probablement déjà vu dans l'épisode en studio, on a cette nouvelle projection lumineuse pour les clignotants, à l'avant comme à l'arrière, c'est vraiment spectaculaire, c'est une super idée. Ça améliore aussi la sécurité en fait. Sauf s'il fait super beau en journée, là on ne le voit pas trop. Franchement, une autre technologie intéressante qui équipe aussi ce véhicule, c'est l'essieu arrière directeur jusqu'à 5 degrés dans le sens opposé aux roues avant. Et on va aussi découvrir comment ça change le rayon de braquage et tout le reste. Et ce véhicule-là est pratiquement toutes options. Oui, ça veut dire aussi qu'on a par exemple les portes automatiques. Pas besoin de les prendre, mais c'est possible, c'est une option. Parlons maintenant des moteurs. Ouais, je peux aussi sûrement refermer la porte avec le bouton comme ça. Ils ont tous misé sur le 6 cylindres de 3,0 litres ici. Donc pour le marché européen, ce sera toujours important d'avoir le diesel 6 cylindres de 3,0 litres. On l'a aussi juste ici en version 245 ou 300 chevaux. Celui-ci, c'est la version en 300. Et le temps d'accélération est de 6 ou 6,2 secondes de 0 à 100 km à l'heure. Selon la configuration en 5 ou 7 places. Le 7 places est un peu plus lourd, d'où l'accélération un peu plus lente. Côté essence, vous avez le moteur 6 cylindres de 3 litres. En Europe et en Amérique du Nord, c'est un V6 biturbo de 2,9 litres, encore plus puissant. Et en plus de ça, sur le marché nord-américain, vous pouvez aussi avoir le SQ7 avec le V8 de 4 litres. Ensuite, il y a aussi l'hybride rechargeable basé sur le V6 de 3 litres. Et vous trouverez aussi toutes les fiches techniques détaillées en commentaire et dans la description de la vidéo. Important pour la transmission intégrale, d'ailleurs, on a aussi un bon amortissement avec des vérins hydrauliques. Le système de transmission intégrale est donc là. Le Torsen Quattro de série avec une répartition de base 40-60 qui s'adapte ensuite. Et c'est très intéressant parce que l'A6 et le Q7 partageaient auparavant cette technologie. Maintenant, l'A6 s'est rapproché techniquement de l'A5 et du Q7. Avec le tout nouveau Q9, son grand frère, ils forment une même famille et conservent le système classique de transmission intégrale Quattro. C'est idéal pour le remorquage, par exemple, jusqu'à 3,5 tonnes. Et avec une charge lourde à l'arrière, c'est plus logique, et ainsi de suite. Et ça vaut en fait pour tous les moteurs. Donc pas de Quattro Ultra ici, que ce soit dans le Q7 ou dans le Q9. C'est aussi très intéressant. Imaginez le scénario où vous sortez de chez vous en famille et que tout le monde veut monter en même temps. Ensuite, vous pouvez appuyer une fois sur la clé et la maintenir enfoncée et là, toutes les portes s'ouvrent. Vous pouvez voir la différence ici grâce au capteur.
Elle ne s'est pas ouverte complètement car j'étais devant. Les autres portes s'ouvrent toutes en même temps. Pas complètement, mais tu peux les pousser encore un peu. Tu peux aussi rester appuyé et là, les vitres vont descendre. Tu peux aussi refermer toutes les portes en maintenant la clé ici, à l'intérieur des portières. La partie supérieure n'est pas dure, mais ce n'est pas très moelleux non plus en dessous. Ça pourrait être un peu plus doux ici. Un haut-parleur du système Bang & Olufsen optionnel, bon son. C'est là pour l'éclairage d'ambiance, un peu perforé. Ici pour le coude, c'est un peu plus souple, mais pas trop non plus. Ça pourrait être plus souple ici. J'adore les commandes classiques pour les lève-vitres et les rétros juste là. Il y a cette commande, oh, c'est vraiment appréciable. Ils sont revenus à ce bouton standard. Avant, ils avaient ce panneau noir. Maintenant, ils reviennent à la solution connue de tous et c'est plus facile à contrôler et tout. Ensuite, ici, le volant est le S-Line. On a donc une perforation sur le côté et le badge S-Line. Et quand tous les écrans sont éteints, on voit bien qu'il s'agit en fait d'un seul panneau noir. On va bientôt vous montrer ce que ça donne quand les écrans s'allument, et ici c'est aussi nouveau. Vous avez les clignotants ici comme inspirés du tout nouvel Audi Q3, ça et ça. Et pour moi, c'est pas assez long. On s'y habitue, oui, mais quand le clignotant est un peu plus long, c'est quand même plus facile de l'atteindre. Et là aussi, c'est la commande pour les essuie-glaces, par exemple. Et c'est en une seule manette. C'est plutôt pour le design, le sélecteur est de l'autre côté, sans oublier l'intérieur des portes. Tout ça, c'est du plastique dur. J'aurais bien aimé un revêtement en tissu ici. Et puis, les sièges. Ça, c'est le siège Sport Plus. Il y a un éclairage ici et potentiellement des haut-parleurs. Il y a des sièges massants. Et ici, un appuie-tête intégré. On peut le régler un peu de haut en bas, mais c'est tout. Le siège sport normal serait identique, mais sans toutes ces fonctions. Et puis il y a aussi un siège normal avec un appuie-tête séparé, avec une forme un peu plus ouverte. Ici, les modèles de sièges Sport et Sport Plus sont en fait un petit peu plus enveloppants. Ils maintiennent donc un peu plus, mais dans tous les cas, l'ergonomie est bonne car on a cette plateforme avec une position d'assise bien droite. Et c'est aussi typique de cette plateforme et de ses modèles frères d'avoir toujours ce seuil d'entrée plat. Tu vois, c'est pas comme si tu devais redescendre dans la voiture. En fait, c'est au même niveau que le seuil de porte. Ça, c'est une fonction plutôt cool, carrément. L'espace pour la tête, avec 1,92 m, il reste pas mal de marge, aucun problème. Et ça, c'est un toit panoramique. On peut toujours avoir un toit fermé. Mais le truc cool, c'est que celui-là, on peut encore l'ouvrir. Et tu sais, c'est quelque chose qui devient vraiment de plus en plus rare. Et là, tu peux voir qu'il y a une énorme ouverture ici aussi. Maintenant, on regarde le cockpit, c'est très intéressant. D'abord, on a les instruments digitaux, on a l'écran d'infodivertissement principal et on a aussi l'écran passager. Et la critique formulée ici par les clients potentiels ainsi que les clients actuels, c'est qu'il y a beaucoup de bordures noires. Mercedes a aussi ce problème sur certains modèles en ce moment, et aussi le fait que, et je le critique aussi, on dirait un thème en niveau de gris pour l'infodivertissement principal et l'écran passager. Et il y a des thèmes super sympas de disponibles. Par exemple, ici, le catalogue. Ensuite, tu peux basculer entre certains. Ici, par exemple, c'est très intéressant, New York, puis aperçu, tu peux aller voir. Et puis, une illustration. Des gratte-ciel ici dans le côté. Et quand tu vas sur le menu principal, tu as les gratte-ciel juste là. Et puis, ça change aussi ici. Vue d'en haut de Central Park. C'est cool, non? 7. Vue contrastée, presque en niveau de gris, reste, mais on a d'autres arrière-plans. Là, tu peux changer quand tu veux. Mais si jamais tu veux avoir ce genre de choses, ce n'est qu'un aperçu. Il te faut ensuite les acheter avec ton compte Audi en passant directement par l'application. Et c'est bien aussi quelque chose qu'il devrait tout de même inclure d'office. On ne devrait pas avoir à les acheter, n'est-ce pas? À part ça, ici, la ventilation ou le chauffage des sièges se trouve dans la partie inférieure. C'est aussi comme ça qu'on règle la clim. Je trouve toujours pas ça idéal d'avoir cette barre juste devant. Ils se sont dit qu'on poserait la main là pour faire comme ça, mais c'est pas si confortable pour cliquer, enfin, je trouve, par rapport au mouvement de la main. Et puis, tu vois ici, là, sélection des vitesses, avant, arrière, parking, pareil que pour les clignotants de l'autre côté. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'ils ont réintroduit. Avant, tout était capacitif ici. Ça l'aide toujours. Au moins, on a une sorte de retour tactile, mais c'est pas le top. On va dire ça comme ça. Là, le volant. Et ici, on retrouve enfin les molettes de réglage. Peut-être pas super premium, d'accord, mais je suis bien content de retrouver ces molettes. Elles pourraient faire de jolis petits clics et régler le volume à droite et à gauche.
Vous pouvez faire défiler certains détails des instruments et vous pouvez aussi modifier les détails ici. Par exemple, vers la carte du GPS interne de la voiture. Et aussi ici, c'est super pratique. J'ai à nouveau le vrai compte-tours juste là. Et même en mode de conduite normale, et ça, même la RS5 ne l'a pas, elle ne l'a qu'en mode sport. Mais ici, dans tous les modes, on retrouve ce compte-tours analogique. Et bien sûr, vous avez l'affichage tête haute. À l'ombre, on voit aussi l'éclairage d'ambiance aux portes. Ici aussi, cette zone perforée. Et en plus, ce siège Sport Plus a cette toute petite lumière juste là. Ensuite, la console centrale est intéressante. 2 ports USB-C juste là. Ensuite, vous avez des chargeurs à induction. Et ils sont équipés de ce MagSafe. Et voilà, ça permet, tu vois, de bien les maintenir en place. Et ils sont aussi censés être ventilés tout autour du cercle. Un peu de microfibre dessous. La qualité de fabrication est top. Ouais, le noir brillant n'était pas nécessaire ici, je dirais. Mais au moins, on a encore un bouton pour le Drive Select et une molette de volume manuel ici. Et pour la console centrale, on a différentes options. Ça, c'est ce look aspect aluminium. Mais on peut aussi avoir du bois mat ici, par exemple, ce que je préfère. Donc, je trouve ça très bien. Très bonne qualité aussi pour ces porte-gobelets. Design à 4 points, j'apprécie beaucoup. Depuis le... Oui, depuis le coude ici, niveau ergonomie, ça fonctionne, mais c'est pas très souple, bien que ça reste correct, je dirais. La console centrale ne glisse pas d'avant en arrière, mais s'ouvre vers le haut. Et d'ailleurs, voici la clé. Tout va bien aussi. Et en dessous, vous avez encore un peu d'espace. Il y a une prise 12 volts, mais comme je disais, les ports USB-C sont à l'avant. Place au siège arrière, des haut-parleurs pour le système Bang & Olufsen, qui sonne vraiment très bien d'ailleurs. Et puis là, on a aussi le store électrique juste ici. Ça, c'est plutôt cool. Et voyons ce que ça donne une fois fermé. Ça couvre pas mal, donc c'est très sympa. Et aussi au niveau des portes arrière, on peut fermer la porte électriquement avec ce bouton comme ça. Voilà. Ouais, maintenant je dois attendre que ça ferme et là, ça s'ouvre encore. Voilà. Ensuite, on a ici les commandes électriques pour la banquette arrière. Et c'est divisé ici en 2 tiers et 1 tiers. C'est également comme cela que l'on peut ajuster le volume et la longueur du coffre parce que vous voyez la différence ici est en fait... Ouais, enfin, c'est pas mal du tout. On voit bien la différence là. Ah oui. C'est assez incroyable la façon dont on peut l'avancer. Et on peut aussi changer l'inclinaison pour être plus détendu ou plus droit selon la façon dont on souhaite s'asseoir et selon la longueur du buste. Voilà, c'est bien ça la différence d'inclinaison. Donc c'est vraiment très facile à régler tout ça. Bientôt, on verra comment accéder à la 3e rangée. Ce qui est intéressant, c'est que l'assise elle-même sur le côté est plutôt étroite. Et vraiment très étroite. Le confort en soi est bon. Vous savez, on est bien assis, bien droit. Mais on manque de place en largeur, car ils ont aussi mis l'accent sur le siège du milieu ici. Déjà l'espace jambes ici. Il en reste pas mal, même si un grand conducteur conduit. Prise USB-C dans le siège. Puis une clim pour l'arrière. On peut aussi avoir les sièges arrière chauffants et tout. Et puis ici, ce siège du milieu est bien plus large que sur presque tous les autres véhicules européens, en fait. C'est donc un vrai siège bien large, ou presque. C'est juste le dossier ici qui est un peu plus dur. Et pour la tête, bien sûr, il n'y a aucun problème. Et en parlant d'espace, ici, on peut voir ce toit. Il est encore possible d'ouvrir ce toit. Et puis, on a aussi cette option, bien sûr. Et là encore, on dispose de ce store numérique intégré. Et là, bien, on peut voir la différence, comme le filtre thermique reste actif, le PDLC ne change rien à ça. C'est aussi intéressant pour accéder à la 3e rangée. On a ce bouton ici, et puis ces 2 tiers s'avancent. Et pendant ce temps-là, je vais avancer un peu mon siège de mon propre côté afin de voir si je peux encore y tenir en tant qu'adulte. Ouais, et comme ça, je pourrais encore m'asseoir là. Et puis, la 3e rangée de sièges. Laisse-moi faire le tour pour vous. C'est toujours marrant. Et ça, c'est un accès bien pratique. Voilà. Et ouais, ça ne marche pas vraiment pour les grands adultes. C'est plutôt comme ce truc de baby-foot. Et vous avez aussi l'Isofix sur la 3e rangée de sièges.
C'est pratique d'y avoir pensé. Comme ça, on peut l'utiliser pour des sièges enfants, par exemple, ou si les enfants ne sont pas encore très grands, pour ainsi dire. Et si vous voulez plus d'espace ici, alors ce serait l'Audi Q9, son grand frère. Même ici, des fonctions de luxe comme la recharge USB-C et les sièges chauffants, même pour la troisième rangée. Passons maintenant au coffre, qui est vraiment cool grâce aux sièges électriques. Ici, on a 580 ou 720 litres pour la version 7 places, et ça dépend si la deuxième rangée est avancée ou reculée. Regardons ça, donc même avec la troisième rangée relevée, ça rentre encore derrière, ça marche. Et juste en dessous, on peut aussi ranger ce cache-bagages, c'est une idée maligne. Je l'ai déjà démonté, il faut bouger les parties gauche et droite ici pour le ranger en dessous, parce qu'on peut relever les sièges ici. Et voyons pour les appuis-têtes, facile à faire. Et le truc intéressant ici, c'est que j'ai un seul bouton pour tout rabattre. Un bouton pour tous les gouverner, ça prend un peu de temps, mais croyez-moi, quelque chose... Non, regarde ça, regarde ça. Ouais, c'était -1. Alors ensuite, on a ici, celui-là descend. Ça prend vraiment pas mal de temps, tu sais. Donc, je dois être patient. C'est intéressant aussi de voir qu'ici, celui-là commence en premier et que les autres suivent, les deux autres tiers. Je ne sais pas s'il y a une raison technique à ça, mais les sièges avant d'ailleurs ont un peu avancé. Maintenant, vous pouvez bien voir que quand ils sont rabattus, là, vous voyez, ils reviennent alors encore un peu vers nous. Et là, ouais, vous avez l'installation complète. C'est franchement pas mal. La largeur ici, et dans ce cas précis, ça fait 1 mètre, soit 40 pouces. Mais là, dans la partie supérieure, c'est encore plus large. Ce mètre-là fait précisément 48 pouces. C'est franchement pas mal. Et la hauteur ici est de 31 pouces, soit un peu moins de 80 cm. C'est plutôt cool aussi. La longueur normale ici jusqu'à la deuxième rangée est de presque 1 mètre, soit 43 pouces. Et vous pouvez aussi avancer un peu cette banquette, même quand elle est relevée. Ce serait également possible. Et là, l'espace de chargement complet fait toute la longueur de la règle, soit 2 mètres. Alors ouais, c'est plutôt cool. Et ce qui est sympa aussi, c'est qu'on peut juste appuyer sur un bouton. On peut aussi rabattre les sièges individuellement, oui, mais en appuyant juste sur un bouton, on peut tout replier d'un coup. C'est toujours assez spectaculaire de voir comment c'est orchestré. Mode sport. On est passé de 0 à 80 km à l'heure avec ce moteur diesel de 3,0 litres et 300 chevaux. Et il faut dire que c'était franchement pas mal du tout, évidemment. Il y a toujours beaucoup de couples et vous ne manquerez pas d'accélération. Bien sûr, la première demi-seconde n'est pas si spontanée. Si on compare à un moteur essence, mais surtout à vitesse élevée sur l'autoroute, vous savez, comme on dit en allemand, ce qui donnerait en langage familier « il a de la reprise ». Ah ouais. Ouais. Ah oui, ces clignotants-là, on les avait déjà sur la Q3. Je dirais que l'on s'y habitue un peu, mais ils font plutôt bizarre. C'est bizarre quand même, un peu dur aussi. Et c'est carrément plus simple de mettre un clignotant quand ça ressort un peu plus par ici. Du coup, je trouve que là, le design ne sert vraiment pas la fonction. Ouais, c'est tout à fait ça le truc. Mode de conduite, au moins j'ai ce bouton ici en bas, donc je peux aussi les faire défiler en gros par là. Et commençons donc par le mode confort. Vous vous souvenez peut-être que nous avons le réglage confort pour la suspension pneumatique ici, ce qui veut dire que le réglage confort est plus ou moins comme le réglage normal de la suspension pneumatique standard. C'est réglé un peu plus sport, mais je trouve ça très bien avec la suspension pneumatique. Donc si vous voulez un trajet plus confortable, c'est bien sûr important de choisir la suspension pneumatique. Vous pouvez aussi choisir le réglage non sportif et surtout éviter les plus grandes jantes juste pour avoir un peu plus d'amorti grâce aux pneus. Ce sont donc les deux facteurs sur lesquels vous pouvez vraiment jouer. Et pour notre consommation d'aujourd'hui, on a fait de la campagne autrichienne, mais aussi un peu de ville et tout ça, coincé derrière des tracteurs et compagnie, vous voyez. Donc un petit mélange et on s'en sort avec environ 7,4 litres au 100 km. Et ça vous donne une idée sur ce diesel au niveau des motorisations ici. Pour les prix, les tarifs européens et allemands débutent déjà à 88 000 €.
Comme vous vous en doutez, avec ce diesel de 300 chevaux, la suspension pneumatique complète, les roues arrière directrices, les grandes jantes et le toit panoramique, on arrive à 125 000 euros. Et là, ça fait déjà très mal au portefeuille, c'est sûr. Mais on n'est pas non plus si loin de la concurrence. Ils ont tous des tarifs assez similaires. Et dites-moi ce que vous pensez de ce tout nouvel Audi Q7. Maintenant, jetons un œil à la concurrence.